Le lecteur sait maintenant, aussi bien que moi, où j'en étais à cette époque de mon enfance, que je vais reprendre. Un matin, en descendant dans le salon avec mes livres, je vis que ma mère avait l'air soucieux, que Miss Murdstone avait l'air ferme, et que M. Murdstone ficelait quelque chose au bas de sa canne, petit jonc élastique, qui se mit à faire tournoyer en l'air à mon arrivée. Puisque je vous dis, Clara, disait M. Murdstone, que j'ai souvent été fouettée moi-même. Bien certainement, dit Miss Murdstone. Certainement, ma chère Jane, balbutia timidement ma mère. Mais croyez-vous que cela ait fait du bien à Édouard? Croyez-vous que cela ait fait du mal à Édouard, Clara? Reprit gravement M. Murdstone. C'est là toute sa question, dit sa sœur. À cela, ma mère répondit. Certainement, ma chère Jane, et ne dit plus un mot. Je sentais que j'étais personnellement intéressée à ce dialogue, et je cherchais les yeux de M. Murdstone qui se fixèrent sur les miens. Maintenant, Davy, dit-il, et ses yeux étincelaient, il faut que vous soyez plus attentif aujourd'hui que de coutume. Il fit de nouveau cingler sa canne, puis, ayant fini ses préparatifs, il la posa à côté de lui avec un regard expressif et prit son livre. C'était, pour le début, un bon moyen de me donner de la présence d'esprit. Je sentais les mots de mes leçons m'échapper, non pas un à un, mais par lignes et pages entières. J'essayais de les rattraper, mais il me semblait, si je puis ainsi dire, qu'ils s'étaient mis des patins ou des ailes pour glisser loin de moi avec une rapidité que rien ne pouvait arrêter. Le commencement fut mauvais, la suite encore plus déplorable. J'étais justement arrivée résolue, ce jour-là, à me distinguer. Je me croyais très bien préparée, mais il se trouva que c'était une erreur grossière. Chaque volume qu'on posa sur la table, après la récitation, ajouta son contingent à la masse des arriérés. Miss Murdstone ne nous quittait pas des yeux. Enfin, quand nous arrivâmes au problème des 5000 fromages, ce jour-là, ce fut des coups de bâton qu'on me fit multiplier. Je m'en souviens très bien. Ma mère fondit en larmes. Clara, dit Miss Murdstone de sa voix d'avertissement. Je suis un peu souffrante, je crois, ma chère Jane, dit ma mère. Je le vis regarder sa sœur d'un air solennel. Puis il se leva et dit, en prenant sa canne, vraiment, Jane, nous ne pouvons nous attendre à ce que Clara supporte avec une fermeté parfaite la peine et le tourment que David lui a causés aujourd'hui. Ce serait trop héroïque. Clara a fait de grands progrès, mais ce serait trop lui demander. David, nous allons monter ensemble, mon garçon. Comme il m'emmenait, ma mère courut vers nous. Miss Murdstone dit « Clara, est-ce que vous êtes folle ?» et l'arrêta. Je vis ma mère se boucher les oreilles, puis je l'entendis pleurer. Il monta dans ma chambre, lentement et gravement. Je suis sûre qu'il était ravi de cet appareil solennel de justice exécutive. Quand nous fûmes entrés, il passa tout d'un coup ma tête sous son bras. « Monsieur Murdstone, monsieur !» m'écriai-je. « Non, je vous en prie, ne me battez pas. J'ai essayé d'apprendre, monsieur, mais je ne peux pas réciter. Quand Miss Murdstone et vous, vous êtes là, vraiment, je ne peux pas. » « Vous ne pouvez pas, David ? Nous verrons ça. » Il tenait ma tête sous son bras, comme dans un étau, mais je m'entortillais si bien autour de lui, en le suppliant de ne pas me battre, que je l'arrêtai un instant. Ce ne fut que pour un instant, hélas, car il me battit cruellement la minute d'après. Je saisis entre mes dents la main qui me retenait, et je la mordis de toutes mes forces. Je grince encore des dents rien que d'y penser. Alors il me battit comme s'il voulait me tuer. Au milieu du bruit que nous faisions, j'entendais courir sur l'escalier, puis pleurer. J'entendais pleurer ma mère et Peggotty. Il s'en alla, ferma la porte à clé, et je restai seule, couché par terre, tout en nage, écorché, brûlant, furieux comme un petit diable. Je me rappelle la tranquillité morne qui régnait dans la maison lorsque je revins un peu à moi-même. Je me rappelle à quel point je me sentis devenu méchant, quand ma douleur et ma colère commencèrent à s'apaiser. J'écoutais longtemps. On n'entendait rien. Je me relevais péniblement et j'allais me mettre devant la glace.
Je fus effrayée de me voir, le visage rouge, enflé, affreux. Les coups de M. Murdstone m'avaient déchiré la peau. Je me sentais tout endolorie. À chaque mouvement que je faisais, je me remettais à pleurer. Mais ce n'était rien en comparaison du sentiment de ma faute. Je crois que je me trouvais plus coupable que si j'avais été le plus atroce criminel. Il commençait à faire nuit. Je fermai la fenêtre. Longtemps j'étais restée étendue, la tête appuyée contre l'embrasure, pleurant, dormant, écoutant tour à tour. Quand j'entendis tourner la clé et que Miss Murdstone entra avec un peu de pain et de viande et un bol de lait. Elle les posa sur la table sans dire un mot, me regarda un instant avec une fermeté exemplaire, puis se retira en fermant la porte après elle. Il faisait nuit depuis longtemps que j'étais toujours assis près de la fenêtre, me demandant s'il ne viendrait plus personne. Quand j'en eus perdu l'espérance, je me déshabillai et me couchai. Puis je commençai à songer avec terreur à ce que j'allais devenir. L'acte que j'avais commis ne constituait-il pas un crime légal? Ne serais-je pas emmené en prison? N'y avait-il pas pour moi quelque danger d'être pendu? Je n'oublierai jamais mon réveil le lendemain matin. Comment je me sentis d'abord gaie et reposée, puis bientôt accablée par mes cruels souvenirs. Miss Murdstone parut avant que je fusse levée. Elle me dit, en peu de mots, que je pouvais aller au jardin et m'y promener une demi-heure, pas plus longtemps. Puis, elle se retira en laissant la porte ouverte pour que je pusse profiter de la permission. C'est ce que je fis ce jour-là, et tout le temps que dura mon emprisonnement, qui se prolongea 5 jours. Si j'avais pu voir ma mère seule, je me serais jetée à ses genoux et je l'aurais suppliée de me pardonner. Mais je ne voyais absolument que Miss Murdstone, excepté le soir, au moment de la prière. Miss Murdstone venait alors me chercher quand tout le monde était déjà à sa place. Elle me mettait comme un jeune bandit, tout seul près de la porte, puis ma geôlière m'emmenait solennellement avant que personne eût pu se relever. Je voyais seulement que ma mère était aussi loin de moi que faire se pouvait, et tournait la tête d'un autre côté, en sorte que jamais je ne pus voir son visage. M. Murdstone avait la main enveloppée dans un grand mouchoir de batiste. Il me serait impossible de donner une idée de la longueur de ces 5 jours. Dans mon souvenir, ce sont des années. Je me vois encore écoutant le plus petit bruit dans la maison, le tintement des sonnettes, le bruit des portes qu'on ouvrait ou qu'on fermait, le murmure des voix, le son des pas sur l'escalier. Je prêtais l'oreille aux rires, aux joyeux sifflements, aux chants du dehors qui me paraissaient bien tristes dans ma solitude et dans mon chagrin. J'observais le pas inégal des heures, surtout le soir, quand je me réveillais croyant que c'était le matin et que je découvrais qu'on n'était pas encore couché et que j'avais encore la nuit devant moi. Les rêves et les cauchemars les plus lamentables venaient troubler mon sommeil. Le matin, à midi, le soir, je regardais d'un coin de la chambre les enfants qui jouaient dans le cimetière, sans oser m'approcher de la fenêtre, de peur qu'ils ne vissent que j'étais en prison. Je m'étonnais de ne plus jamais entendre ma propre voix. Parfois, à l'heure de mes repas, je reprenais un peu de gaieté, qui disparaissait aussitôt. Puis je voyais la pluie commencer à tomber. La terre paraissait rafraîchie, mais les nuages s'obscurcissaient au-dessus de l'église, et il me semblait que la nuit venait m'envelopper de son ombre, moi et mes remords. Tout cela est encore si vivant dans mon souvenir qu'au lieu de quelques jours, il me semble que cette cruelle existence a duré pendant des années. Le dernier soir de mon châtiment, je fus réveillée par quelqu'un qui prononçait mon nom à voix basse. Je tressaillis dans mon lit, puis, étendant mes bras dans l'obscurité, je dis « Est-ce vous, Peggotty ?» Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais bientôt j'entendis prononcer de nouveau mon nom d'une voix si mystérieuse et si effrayante que si l'idée ne m'était pas venue qu'on me parlait par le trou de la serrure, je crois que la peur m'aurait donné une attaque de nerfs. Je me dirigeai à tâtons vers la porte, et appuyant mes lèvres contre le trou de la serrure, je murmurai « Est-ce vous, ma bonne Peggotty ?» « Oui, mon cher Davy, répondit-elle, mais ne faites pas plus de bruit qu'une petite souris, ou le chat vous entendra.
Je compris qu'elle voulait parler de Miss Murdstone, et je sentis combien la prudence était indispensable, sa chambre étant à côté de la mienne. Comment va maman, ma chère Peggotty? Est-elle bien fâchée contre moi? J'entendis Peggotty pleurer tout doucement de l'autre côté de la porte, comme je faisais du mien. Enfin elle répondit. Non, pas très fâchée. Qu'est-ce qu'on va faire de moi, ma bonne Peggotty? Le savez-vous? Pension près de Londres, répondit Peggotty. Je fus obligée de le lui faire répéter, car elle avait parlé dans ma gorge la première fois, vu qu'au lieu d'appliquer mon oreille sur le trou de la serrure, j'y avais laissé ma bouche, et quoique ces paroles m'eussent singulièrement chatouillé le gosier, je ne les avais pas entendues. Quand, Peggotty? Demain. Est-ce pour cela que Miss Murdstone a sorti toutes mes affaires de mes tiroirs? Car je le lui avais vu faire, bien que j'aie oublié de le dire. Oui, dit Peggotty, une malle. Est-ce que je ne verrai pas maman? Si, dit Peggotty, le matin. Puis elle appuya ses lèvres sur le trou de la serrure et prononça les phrases suivantes avec une gravité et une expression auxquelles les trous de serrure doivent être peu habitués, je crois, et chaque fragment de phrase séparée lui échappait comme un boulet de canon. Davy, mon chéri, si je n'ai pas été tout à fait aussi intime avec vous, dernièrement, que j'avais coutume de l'être, ce n'est pas que je vous aime moins, tout autant et plus, mon joli garçon. C'est parce que je croyais que cela valait mieux pour vous, et pour une autre personne aussi. Davy, mon chéri, m'écoutez-vous? Voulez-vous m'entendre? Oui, oui, Peggotty, dis-je en sanglotant. Mon trésor, dit Peggotty avec une compassion infinie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais m'oublier, car je ne vous oublierai jamais, et je soignerai tout autant votre maman, Davy, que je vous ai jamais soigné, et je ne la quitterai pas. Le jour viendra peut-être où elle sera bien aise d'appuyer sa pauvre tête sur le bras de sa vieille, de sa stupide Peggotty, et je vous écrirai, mon chéri, bien que je sois très ignorante, et je... Ici, Peggotty, voyant qu'elle ne pouvait m'embrasser, se mit à embrasser le trou de la serrure. Merci, chère Peggotty, dis-je. Oh, merci, merci. Voulez-vous me promettre une chose, Peggotty? Voulez-vous écrire à monsieur Peggotty et lui dire, à lui et à la petite Émilie et à Mistress Gummidge et à Ham, que je ne suis pas aussi mauvais qu'ils pourraient le croire et que je leur envoie toutes mes tendresses, surtout à la petite Émilie? Le voulez-vous, Peggotty? Je vous en prie. La brave femme me le promit. Nous embrassâmes tous deux le trou de la serrure avec la plus grande affection. Je caressai le fer avec ma main comme si ce était l'honnête visage de Peggotty, et nous nous séparâmes. Depuis ce soir-là, j'ai toujours éprouvé pour elle un sentiment que je ne saurais définir. Elle ne remplaçait pas ma mère, personne au monde n'aurait pu le faire, mais elle remplissait un vide dans mon cœur, et ce que je sentais à son égard, je ne l'ai jamais senti pour aucune autre créature humaine. On se moquera, si l'on veut, de ce genre d'affection qui avait son côté comique. Mais il n'en est pas moins vrai que, si elle était morte, je ne sais pas ce que je serais devenue ou comment j'aurais joué mon rôle dans cette circonstance, qui serait devenue pour moi une véritable tragédie. Le lendemain matin, Miss Murdstone parut comme à l'ordinaire et me dit que j'allais partir pour la pension, ce qui ne me surprit pas tout à fait, autant qu'elle aurait pu le croire. Elle m'avertit aussi que, quand je serais habillée, je n'avais qu'à descendre dans la salle à manger pour déjeuner. J'y trouvai ma mère très pâle et les yeux rouges. Je courus me jeter dans ses bras, et je la suppliai du fond du cœur de me pardonner. Oh, Davy, dit-elle, comment as-tu pu faire mal à quelqu'un que j'aime? Tâche de devenir meilleure. Prie Dieu de te rendre meilleure. Je te pardonne, mais je suis bien malheureuse, Davy, de penser que tu es de si mauvaises passions. On lui avait persuadé que j'étais un méchant enfant, et elle en souffrait plus que de me voir partir. Je le sentais vivement. J'essayais de manger quelques bouchées, mais mes larmes tombaient sur ma tartine de beurre ou ruisselaient dans mon thé. Je voyais que ma mère me regardait, puis jetait un coup d'œil sur Miss Murdstone, toujours de planton près de nous, ou bien elle baissait tristement les yeux. « Descendez la malle de monsieur Copperfield »
dit Miss Murdstone, lorsqu'on entendit le bruit des roues devant la grille. Je cherchai des yeux Peggotty, mais ce n'était pas elle. Elle ne parut pas non plus que M. Murdstone. Mon ancienne connaissance, le voiturier, était devant sa carriole. Clara, dit Miss Murdstone, de son ton d'admonition. Soyez tranquille, ma chère Jane, répondit ma mère. Adieu, Davy. C'est pour ton bien que tu nous quittes. Tu reviendras chez nous aux vacances. Conduis-toi bien. Clara, répéta Miss Murdstone. Certainement, ma chère Jane, répondit ma mère, qui me tenait dans ses bras. Je te pardonne, mon cher enfant. Que Dieu te bénisse. Clara, répéta Miss Murdstone. Miss Murdstone eut la bonté de m'accompagner jusqu'à la carriole et de me dire en chemin qu'elle espérait que je me repentirais et que je ne ferais pas une mauvaise fin. Puis, je montai dans la carriole, le cheval leva languissamment le pied. Nous étions partis. Chapitre 5. Je suis exilée de la maison paternelle. Nous n'avions pas fait plus d'une demi-mille et mon mouchoir de poche était tout trempé, quand le voiturier s'arrêta brusquement. Je levai les yeux pour voir ce qu'il y avait, et je vis, à mon grand étonnement, Peggotty sortir de derrière une haie et grimper dans la carriole. Elle me prit dans ses bras et me serra si fort contre son corset que mon pauvre nez en fut presque aplati, ce qui me fit grand mal, mais je n'y pensai seulement pas sur le moment. Ce ne fut qu'après que je m'en aperçus en le trouvant très sensible. Peggotty ne dit pas un mot. Elle plongea son bras jusqu'au coude dans sa poche, en tira quelques sacs remplis de gâteaux qu'elle fourra dans les miennes avec une bourse qu'elle mit dans ma main, mais tout cela sans dire un mot. Après m'avoir de nouveau serré dans ses deux bras, elle redescendit de la carriole. J'ai toujours été persuadée, comme je le suis encore, qu'en se sauvant, elle n'emporta pas un seul bouton à sa robe. Moi, j'en ramassai un. J'avais de quoi choisir, et je l'ai longtemps gardé précieusement comme un souvenir. Le voiturier me regarda comme pour me demander si elle n'allait pas revenir. Je secouai la tête et lui dis que je ne le croyais pas. Alors en marche, dit-il à son indolente bête, qui se mit effectivement en marche. Après avoir pleuré toutes les larmes de mes yeux, je commençai à réfléchir que cela ne servait à rien de pleurer plus longtemps. D'autant plus que ni Roderick Random, ni le capitaine de la marine royale n'avaient jamais, à ma connaissance, pleuré dans leurs situations les plus critiques. Le voiturier, voyant ma résolution, me proposa de faire sécher mon mouchoir sur le dos de son cheval. Je le remerciai et j'y consentis. Mon mouchoir ne faisait pas grande figure, en manière de couverture de cheval. Je passai ensuite à l'examen de la bourse. Elle était en cuir épais, avec un fermoir, et contenait 3 shillings bien luisants que Peggotty avait évidemment polis et repolis avec soin pour ma plus grande satisfaction. Mais ce qu'elle contenait de plus précieux, c'était 2 demi-couronnes enveloppées dans un morceau de papier, sur lequel ma mère avait écrit « Pour Davy, avec toutes mes tendresses ». Cela m'émut tellement que je demandai au voiturier d'avoir la bonté de me rendre mon mouchoir de poche. Mais il me répondit que selon lui, je ferais mieux de m'en passer, et je trouvais qu'il avait raison. J'essuyai donc tout bonnement mes yeux sur ma manche, et ce fut fini pour de bon. Cependant, il me restait encore de mes émotions passées, un profond sanglot de temps à autre. Après avoir ainsi voyagé pendant quelque temps, je demandai au voiturier s'il devait me conduire tout le long du chemin. « Jusqu'où » demanda le voiturier. « Eh bien, jusque-là, dis-je. »« Où ça, là » demanda le voiturier. « Près de Londres, dis-je. »« Mais ce cheval-là, dit le voiturier en secouant les rênes pour me le montrer, serait plus mort qu'un cochon rôti avant d'avoir fait la moitié du chemin. »« Vous n'allez donc que jusqu'à Yarmouth demandai-je. »« Justement, dit le voiturier. Et là, je vous mettrai dans la diligence, et la diligence vous mènera où ce que vous allez. » C'était beaucoup parler pour le voiturier, qui s'appelait M. Barkis, homme d'un tempérament flegmatique, comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, et point du tout conversatif. Je lui offris un gâteau, comme marque d'attention. Il l'avala d'une bouchée, ainsi qu'aurait pu faire un éléphant, et sa large face ne bougea pas plus que n'aurait pu faire celle d'un éléphant. « Est-ce que c'est elle qui les a faits » dit M. Barkis,
toujours penché, avec son air lourdeau, sur le devant de sa carriole, un bras placé sur chacun de ses genoux. C'est de Peggotty que vous voulez parler, monsieur? Ah, dit monsieur Barkis, elle-même. Oui, c'est elle qui fait tous les gâteaux chez nous. D'ailleurs, elle fait toute la cuisine. Vraiment? Dit monsieur Barkis. Il arrondit ses lèvres comme pour siffler, mais il ne siffla pas. Il se pencha pour contempler les oreilles de son cheval, comme s'il y découvrait quelque chose de nouveau, et resta dans la même position pas mal de temps. Enfin, il me dit: Pas d'amourettes, je suppose. Les amourettes de veau, voulez-vous dire, monsieur Barkis? Je vous demande pardon, elle les accommode aussi à merveille, car je croyais qu'il avait envie de prendre quelque chose, et qu'il désirait particulièrement se régaler d'un plat d'amourettes. Non, des amourettes, d'amour. Il n'y a personne qui aille se promener avec elle? Avec Peggotty? Ah, dit-il, elle-même. Oh, non, jamais, jamais elle n'a eu d'amour ni d'amourette. Non, vraiment? Dit monsieur Barkis. Il arrondit de nouveau ses lèvres, comme pour siffler. Mais il ne siffla pas plus que la première fois. Il se mit à considérer encore les oreilles de son cheval. Et ainsi, dit monsieur Barkis, après un long silence, elle fait toutes les tartes aux pommes et toute la cuisine, n'est-ce pas? Je répondis que oui. Eh bien, dit monsieur Barkis, je vais vous dire. Peut-être que vous lui écrirez. Je lui écrirai certainement, repris-je. Ah, dit-il en tournant lentement les yeux vers moi. Eh bien, si vous lui écrivez, peut-être vous souviendrez-vous de lui dire que Barkis veut bien. Voulez-vous? Que Barkis veut bien? Répétai-je innocemment. Est-ce là tout? Oui, dit-il lentement. Oui, Barkis veut bien. Mais vous serez demain de retour à Blunderstone, monsieur Barkis, lui dis-je, et mon cœur se serrait à la pensée que moi j'en serais bien loin. Il vous serait plus facile de faire votre commission vous-même. Mais il me fit signe de la tête que non, et répéta de nouveau, du ton le plus grave, Barkis veut bien. Voilà tout. Je promis de transmettre exactement la chose, et ce jour-là même, en attendant à Yarmouth la diligence, je me procurai un encrier et une feuille de papier, et j'écrivis à Peggotty un billet ainsi conçu. Ma chère Peggotty, je suis arrivé ici à bon port. Barkis veut bien. Mes tendresses à maman, votre bien affectionné. Davy. P.S. Il tient beaucoup à ce que vous sachiez que Barkis veut bien. Lorsque j'eus fait cette promesse, M. Barkis retomba dans un silence absolu. Quant à moi, je me sentais épuisé par tout ce qui m'était arrivé récemment, et me laissant tomber sur une couverture, je m'endormis. Mon sommeil dura jusqu'à Yarmouth, qui me parut si nouveau et si inconnu dans l'hôtel où nous nous arrêtâmes, que j'abandonnai aussitôt le secret espoir que j'avais eu jusqu'alors d'y rencontrer quelques membres de la famille de M. Peggotty, peut-être même la petite Émilie. La diligence était dans la cour, parfaitement propre et reluisante, mais on n'avait pas encore attelé les chevaux, et dans cet état, il me semblait impossible qu'elle allât jamais jusqu'à Londres. Je réfléchissais sur ce fait, et je me demandais ce que deviendrait définitivement ma malle que M. Barkis avait déposée dans la cour, après avoir fait tourner sa carriole, et ce que je deviendrais moi-même, lorsqu'une dame mit la tête à une fenêtre où étaient suspendus quelques gigots et quelques volailles, et me dit « Êtes-vous le petit monsieur qui vient de Blunderstone »